Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de venir avec nous. Alors, en France, c'est comme ça que c'est intitulé cette rencontre. Comme ça, on peut y faire rentrer tous les récits, toutes les fictions, etc., qui se passent métaphoriquement en France ou vraiment en France. Alors, et à quelque époque que ce soit surtout, on va remonter aussi un peu le temps et les régions et les symboles. Dans cette table ronde, à ma gauche, cette assise Michel Audin, la Commune de Paris en 1871, pour ce roman-ci. J'allais dire même cette sorte de roman, parce que c'est une sorte de chronique vue par différents personnages, plus ou moins historicisés, etc. Plusieurs récits enchâssés qui nous montrent donc à fleur de citoyennes et de citoyens la Commune de Paris en 1871, donc comme une fleur bleue, Paris en cette rentrée. Comme une rivière bleue. Pardon ? Comme une rivière bleue. Et j'ai dit quoi ? Une fleur. Comme une rivière bleue. C'est pas du tout fleur bleue. Non, aux éditions Gallimard. C'est votre 5e roman, si je ne me trompe. Oui, plus ou moins, oui. Ah bah dites-le si c'est oui, plus oui, ou moins. Oui, oui. Et parce qu'en fait, je crois que c'est votre 5e roman à chacun. Il me semble que Franck Bouys, c'est votre 5e aussi, si je sais compter. Plus ou moins. Ils ont choisi de me piéger. Sachant que le précédent avait eu le prix des lecteurs de la ville de Brive l'an dernier, ici même. Celui-ci se passe dans la région, par ici, mais en 1914. Alors là, on commence à penser à 1918. Aujourd'hui, on en parle effectivement puisque c'est l'anniversaire de l'armistice. C'est une histoire de la Première Guerre mondiale vue par celles et ceux, et j'appuie sur le celles, qui sont restés justement, qui n'ont pas été au front, mais qui ont quand même, comme tout le monde, vécu une partie de la guerre dans leur chair aussi, dans leur famille et dans leur mémoire et dans leur sort social. C'est ce que porte ce très beau roman Glaise, paru également en cette rentrée littéraire, tout comme également, alors là pour le coup, vous me direz peut-être plus ou moins aussi, parce que vous, il y en a un qui n'est pas sous votre vrai nom. Donc, oui, mais c'est le 5e. Voilà, oui, c'est donc le 5e roman écrit, composé par Brice Mathieu-San, que l'on a déjà lu aussi dans d'autres livres, puisque vous êtes le traducteur en France de grands écrivains américains, comme notamment Jim Harrison, et ce genre d'écrivain dit des espaces. Alors, votre livre, alors lui, là, pour le coup, c'est un livre qui est à peu près impossible à résumer, ce qui en fait la beauté, parce que il y a des personnages qu'on a tous connus, c'est Ribouldingue, c'est Pataquès, c'est une partie des pieds nickelés, mais pas tous, qui se trouvent extraits de leur histoire et donc de leur symbolique d'origine pour, en gros, le monde, on va dire, d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est pas forcément si clair que ça. Oui, c'est ça. Et c'est pas forcément si clair que ça où cela se passe. Non c'est plus, une ville, il y a un musée, il y a des tableaux. En googlant, on sait qu'ils existent, mais on peut googler pour le vérifier. Il y a donc ce genre de symbole aussi d'histoire fictive française. Là, c'est un hommage à la fiction en imaginant une civilisation où ce serait moins facile de fictionner ou moins permis de fictionner, puisque c'est ces totalitarismes-là que cela vise. Alors, je voulais revenir au tout début de l'histoire pour remonter après dans le temps. 1871, la Commune, je disais que c'est vraiment vu à fleur de citoyennes, de citoyens, de militantes, de militants. Hein. C'est pas les Versaillais et c'est pas non plus forcément les élus de la Commune qui sont ici. Votre intérêt pour la Commune de Paris, il vient d'où? Et votre déclic pour le mettre en sorte de fiction? Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un moment où tout le monde se met à faire de la politique et à avoir une activité politique. C'est pas juste quelques vedettes comme on voit maintenant qui disent telle ou telle parole ou qui tweetent telle ou telle parole. C'est un mouvement vraiment populaire où tout le monde se met à faire de la politique. Et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, en particulier tous ces gens qui se sont révoltés, qui ont fait cette Commune de Paris, on ne sait pas grand-chose d'eux. C'était tous des inconnus, donc on ne sait pas grand-chose d'eux. Donc il y a vraiment la place pour des personnages de fiction et pour écrire un roman sur cette période, parce qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'a fait tel journaliste, ce qu'a fait telle ouvrière pendant la Commune de Paris. Donc c'est assez agréable
de raconter, de réinventer l'histoire de ces gens-là, parce qu'on a peu de documentation. Voilà, donc mon déclic, c'est ça, c'est parler d'inconnus, d'anonymes, de gens dont on ne parle pas, et puis qui prennent leur sort en main et qui se mettent à faire la révolution et à faire la fête en même temps, bien sûr. Voilà, j'ai répondu? Tout à fait. Mais keep in touch, vous aurez l'occasion de répondre à d'autres questions après. Alors, vous disiez des personnages qui prennent leur destin en main. Bah, c'est exactement le sort des familles et des fermiers et des fermières qui sont dans ce roman situé par ici, Franck Bouys, dans ce beau Glaise. Vous aussi, alors, vos livres précédents se passaient dans une époque plus présente, en gros tout aussi, on va dire, rurale, majoritairement. Quel a été votre déclic aussi pour que vous, là, vous ayez voir en 1914? Le déclic, c'est une révolte, en fait, que j'ai depuis toujours sur cette période-là, qui me vient sûrement de cette magnifique photographie de mon arrière-grand-père dans son bel uniforme. Cette révolte, j'ai pas su quoi en faire pendant une trentaine. Vous ayez voir en... À un moment donné, je me suis dit, comment parler de la guerre? Peut-être que le mieux, c'est de ne pas l'écrire, justement, et de raconter une autre histoire, et notamment l'histoire de ces femmes-là, de la façon dont elles ont pris le pouvoir dans un... Alors, il s'agit d'un coin reculé du Cantal, en pleine montagne. Et pas que les femmes, les enfants aussi, les personnes âgées, notamment etc. Joseph, un fils de 15 ans, qu'on voit avec sa mère. Ouais. C'est vraiment de l'ordre de l'initiation aussi, c'est-à-dire face à un destin commun, comment se dénouent les destins individuels. C'est-à-dire comment les femmes réagissent face à l'absence, face au manque, et aussi face à une forme d'émancipation, puisque... on était dans une période où les hommes étaient la base de la famille, et là, d'un seul coup, il n'y a plus d'hommes. Voilà. Et alors, donc c'est ça la révolte que vous disiez, de laquelle ça naît? La révolte, c'est la guerre. La révolte, c'est cette génération sacrifiée de gamins de 18 ou de 20 ans qui sont morts pour rien, puisqu'il n'y avait aucune raison de se faire la guerre à ce moment-là. Donc voilà. Mais il me regarde depuis une trentaine d'années, mais je ne savais pas... Je ne voulais pas parler, tout a été dit, tout a été écrit, des horreurs, etc. Et donc, il y a 2 ans à peu près, je me suis dit, oui, je vais raconter une autre histoire. Mais évidemment, qui découle de la, entre guillemets, grande histoire, de la Grande Guerre, effectivement, puisqu'elle est en bruit de fond. Elle est en bruit de fond. C'est ce que j'appelle le destin collectif qui a précipité ces familles-là. Le destin collectif, c'est la guerre. Il est précipité par la guerre. Mais chaque personnage va essayer de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et Joseph, par exemple, cet adolescent, lui, est précipité vers l'âge d'homme, malgré lui. Parce que son père est parti. Voilà. Alors, la notion de déclic pour vous aussi, bien que pour vous, Brice Mathieuson, elle est un chouïa plus abstraite, puisque le roman, lui, est justement à la fois plus métaphorique, plus abstrait, plus pieds nickelés, et c'est le cas de le dire, puisque un des personnages, c'est un des 3 pieds nickelés, qui est séparé des 3 autres. Alors il vous appartiendra de voir s'il le vit bien ou pas. Et voilà. Le déclic, c'était quoi? C'était de faire une fiction sur la fiction? Alors non, le déclic, c'était les élections présidentielles de 2016, donc les précédentes. D'accord. Les élections présidentielles avec un thème qui revenait et qui m'agaçait profondément, qui était le thème de l'identité française, que j'entendais dans pas mal de bouches d'hommes politiques ou de femmes politiques. Ah oui, donc c'est pas 2017, là c'est le débat d'Éric Besson 2016. Et 2000... Non mais en France, il n'y a pas eu de présidentielle en 2016. Il y a eu les primaires. 2012. Ah oui, pardon. Mais ça en dit long parce qu'on a eu une tellement longue séquence électorale avec les primaires qu'on a l'impression qu'on est... Oui. Et donc c'est un terme qui m'agaçait tellement profondément que j'avais envie de montrer plutôt des personnages dont l'amitié l'un pour l'autre, donc 2 hommes qui avaient de l'amitié, qui ont de l'amitié l'un pour l'autre. Pataquès et Riboudingue. L'un qui sort de la bande dessinée et qui acquiert une personnalité et un corps en 3 dimensions, et l'autre qui sortait de mon imagination puisqu'il n'existe pas dans les pieds nickelés, Pataquès, et de les montrer tout seuls, avec des comparses qui arrivent petit à petit, et en même temps avec ce qui fait une amitié, c'est-à-dire des expériences, des remémorations, des brouilles, des disputes, des rabibochages, et tout ce qui fait finalement l'amitié entre 2 hommes. Et en même temps, ce que je voulais montrer aussi à travers les 4 personnages qui sont les personnages principaux du roman,
c'était plutôt des identités fragiles, des identités fêlées, des personnages qui sont incomplets. Par exemple, Ribouldingue, il est passé de la bande dessinée à la 3D, mais il s'en remet pas. Tous les personnages perdent au cours du roman une partie de leur patronyme. Ribouldingue s'appelle Riboul, petit à petit il s'appelle Rib, après, il va s'appeler à la R. fin il s'appelle R, donc il ne reste plus grand-chose. Les autres, il leur arrive la même chose. L'identité française se rétrécit alors. Voilà. Et il y en a un, par exemple, Patakès, qui a la conviction de ne plus avoir ses pieds. Donc il ne sait plus marcher. Même s'il marche absolument partout, comme vous et moi, il est absolument persuadé qu'il n'a plus de pieds. Il ne sait plus du tout où ils sont passés. Et d'ailleurs, il y a une scène du livre où il retrouve à la fin ses pieds à Saint-Jacques-de-Compostelle, après avoir marché sur tout le sentier, ce qui est un peu paradoxal, mais il retrouve ses pieds à la fin du Quand je dis que c'est un pèlerinage. peu tapé comme roman, alors ça tient debout, Voilà. comme tout ce qui est bien tapé, mais enfin c'est quand même sérieusement secoué. Hein, Oui, mais j'avais envie quand même bien, de faire quelque chose autour de ce thème de l'identité et d'essayer de montrer que les identités sont fluctuantes, que les identités sont... on peut les intervertir, on peut en changer entre le matin et le soir, on peut en changer au cours de son existence. Et c'est quelque chose plutôt qui nous est imposé de l'extérieur, sans doute comme un facteur de contrôle social, et que dans la réalité des choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est à la fois une farce, mon livre est à la fois une farce, mais qui a un fond de sérieux, je pense, Tout à fait. à partir Oui, de cette idée d'identité, et aussi à partir de l'idée d'un conflit armé. Le conflit armé, c'est-à-dire que le contexte des attentats est en effet quelque chose qui, je pense, travaille beaucoup d'individus en France, en Europe, dans le monde. Ce 2015, vous faites référence Oui, 2015. il y a 2 oui, ans, plutôt de 2015, Bataclan. oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je pense que c'est un des thèmes communs peut-être de nos 3 livres d'ailleurs. C'est la présence du conflit armé, de quelque chose qui est de l'ordre de la violence physique et qui plane sur le livre aussi comme une menace qui est une première fois déjouée dans un café dansant sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qui à la fin du livre revient sous une autre forme. Voilà. Comment est-ce que vous entendez ça, Michel Audin, justement, cette notion de conflit armé? Alors, la Commune, c'est pas un conflit armé, bien qu'il se passait dans le contexte européen d'un conflit armé, mais c'est une révolte sociale matée. Mais c'est pas une C'est quand même guerre officielle. c'est quand même un contexte de guerre il y a eu civile. un bain de sang, oui, oui. Il y a quand même eu peut-être 30 000 morts à la fin, donc c'est que... pas quand même. Oui, mais justement, je voulais. On ne connaît pas l'histoire de la Commune. La plupart des gens ne connaissent pas l'histoire de la Commune de 1871. Et en général, quand on la connaît, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des massacres et qu'il y a eu peut-être 20 000 morts ou 30 000 morts. Et c'est en général tout ce qu'on sait. Bon, je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui savent autre chose, bien sûr, mais et donc là, je voulais. C'est pas possible, quoi. Ces gens, ça a duré que 2 mois et demi, mais pendant ces 2 mois et demi, ces gens se sont battus, ils ont inventé des trucs, ils ont fait des fêtes, donc il s'est passé des choses, une certaine joie et que cette répression ne doit pas complètement masquer. Il n'y a pas que la mort, il y a la vie aussi. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de parler de la vie pendant la Commune. Comment les gens ont vécu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé de faire, leurs espoirs, leurs joies, comment ils ont fait l'amour, comment ils ont fait la fête, des choses comme ça. Plutôt que de... Évidemment, il y a eu des massacres, et évidemment, je parle des massacres. Mais oui, c'est un contexte extrêmement violent. Je ne sais pas si on peut parler des attentats de 2015, il en est question dans le livre aussi. Mais on peut aussi parler d'une ville assiégée, avec des gens qui vivent dans cette ville assiégée, et puis certains réussissent à fuir, et puis à se retrouver comme des réfugiés dans une ville étrangère, à Londres par exemple, sans travail, sans parler la langue, sans rien faire, etc. C'est des situations desquelles on est très proche, en fait, quand on y pense. Donc je pense que c'est important d'en parler maintenant. Et puis c'est intéressant d'essayer de reconstituer ce que pouvait être la vie quotidienne d'une ouvrière à Paris en 1871. C'est des choses sur lesquelles on ne sait rien, en fait. Il n'y a pas de témoignages, il n'y a pas de documentation. Hein, on sait juste ce qui s'est passé, la politique, la guerre, tout ça, mais on ne sait pas exactement comment les gens vivaient. Donc, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Alors justement, c'est vrai qu'il y a eu des
essais d'historiens. D'ailleurs, un historien, Alissa Garet, se retrouve plus ou moins un personnage de votre chant choral, ce qui fait le livre. Hein. Cet historien est un des personnages de votre livre, c'est un des rares qui est écrit sur la commune. Il y a eu, alors, ça fait penser... Il y a des années, était passé sur Arte un très long film de Peter Waskin, je crois, la commune de Paris, avec notamment, il y avait Jean Codamara, le directeur le fondateur de droit au logement, qui jouait dedans. Il y avait José Bové, même, qui jouait dedans, où on voyait justement à cœur ouvert, comme ça, au jour le jour, ce qu'était l'autogestion qu'inventaient les citoyennes et les citoyens, et puis les Versaillais qui arrivaient, et puis, parce que tout ça se passe quand même dans le contexte de la guerre avec la Prusse. Et donc l'écrasement des barricades. On pense forcément à ce film-là qui est repassé depuis sur Arte, mais qui dure 8 ou 9 heures, je crois. Vous pouvez le voir sur Internet, il n'y a pas de extrêmement long. On y pense forcément. Quel genre de document ou de fiction, parmi les rares qu'il y a eu, du moins en France, vous avez lu? Alors, moi, j'ai beaucoup lu les journaux, les quotidiens, la presse quotidienne. J'ai aussi essayé de faire parler au maximum l'état civil, parce que c'est facile de lire l'état civil de Paris. C'est une question un peu tordue. Comment est-ce qu'on trouve les disparus dans l'état civil? Parce que par définition, ils n'y sont pas. Voilà, j'ai utilisé aussi des livres d'historiens, il y en a beaucoup. Et j'ai beaucoup pensé à la guerre de 14, justement. Je vais passer après. Parce que au moment de la guerre de 14, il s'invente un truc qui s'appelle maintenant littérature de témoignage. Donc on a des lettres, on a des journaux, on a qu'ont écrit les soldats. Mais en 1871, on est avant l'école obligatoire, et donc la plupart de ces gens dont j'ai envie de parler, ils savent pas écrire. En tout cas, ils sont pas capables d'écrire et de raconter ce qu'ils ont vu. Donc on n'a pas ou très peu de témoignages. On a des témoignages par des gens qui étaient des journalistes ou comme ça. Donc, ils sont sympathiques à la classe ouvrière. Ils parlent des ouvriers, bien sûr, mais on n'a pas beaucoup de témoignages d'ouvriers, encore moins d'ouvrières. Donc, bon, j'avais un petit peu de jalousie pour les gens qui écrivent sur la guerre de 14. Et j'ai essayé d'inventer ce qui manquait pour la commune de 1871. Et Franck Bouys, vous, sur quel genre de témoignages, justement, ou d'écrits, de photos, de mémoires, vous vous êtes basé pour constituer vos beaux personnages, ces femmes, ce personnage de ce jeune Joseph qui va devenir petit homme alors qu'il était garçon. Comment vous les avez, sur quoi vous êtes basé, justement, sur quel matériau vous êtes basé? Voilà. Ben, sur pas grand-chose, parce qu'il n'existe pas grand-chose, justement, de ce qui se passait. Vous avez l'impression que... Il n'y a pas beaucoup de livres ni de témoignages qui parlent de ce qui se passait à l'arrière du front, notamment dans les régions isolées. Mais en revanche, moi j'ai lu pendant des années tous les témoignages, j'ai vu des documentaires, etc. Je me suis nourri de cette révolte dont je parlais tout à l'heure pour l'évacuer, en fait. Pour m'apercevoir. En fait, je me suis aperçu qu'au bout de quelques années, que ce ne serait pas mon propos. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de ça, je ne parlerai pas de ce conflit. Et petit à petit, je me suis laissé envahir par ce jeune Joseph, parce que mon arrière-grand-père s'appelait Joseph. Je ne parle absolument pas son histoire, mais son prénom, je me suis fabriqué ce personnage-là petit à petit, je me suis laissé envahir par lui et aussi par ces femmes-là, 3 générations de femmes, les filles, les mères et les grands-mères. Parce que c'est un roman très féminin. C'est mon premier roman d'amour, en fait. Effectivement, le fil rouge, en fait, de ce livre, c'est un roman d'amour, un roman initiatique, un roman d'amitié aussi entre un vieux bonhomme et Léonard et le jeune Joseph. Mais c'est vraiment ça, c'est la conjonction de 3 territoires, en fait. Ces personnages-là forts, en fait, de ces 3 familles, qui sont aussi... En fait, je me suis aperçu qu'il y a un seul personnage. Quand j'ai terminé le roman, il y a un personnage que je ne prénommais pas. Valette. Tous les autres ont un prénom, et lui, il n'en a pas. Et à la fin, je me suis dit, mais pourquoi ? Et je me suis aperçu, effectivement, que c'est l'ogre des contes de fées. Sauf que l'ogre des contes de fées, on nous le pose là, quand on est gamin. On ne nous explique pas d'où il vient. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi un humain, ce type-là, cet ogre-là. Et ça m'a intéressé aussi, non seulement de creuser la psychologie de toutes ces femmes-là, mais aussi des hommes
de cet homme-là en particulier, qui lui aurait bien voulu la faire, cette guerre-là, et qu'on lui a volé cette guerre. On la lui a volé, cette guerre. Donc voilà, c'est tout cette collision de destin particulier. Mais je n'ai rien prémédité, en fait. Je me suis laissé guider. Le roman commence par une scène de western, en fait. J'avais uniquement cette scène-là en tête, de cette vieille dame avec son coffret, une nuit d'orage, avec plein de secrets dedans, on ne sait pas trop ce qu'il y a, et le fils qui part le lendemain sur son cheval. J'avais ça, en fait. Et petit à petit, voilà, tout ça, ça se... je ne sais plus qui disait qu'un roman, c'est avant tout l'articulation de la confusion. Alors là, je confirme grandement. J'ai articulé ma confusion. Là, je suis obligé de vous passer le témoin. Oui, ça y est, j'ai compris la question, je pense. Hein. Alors moi, j'ai essayé d'articuler la confusion de manière très simple. C'est que je voulais partir d'une situation où il n'y avait quasiment rien. C'est-à-dire une grande pièce vide, deux bons hommes, deux personnages. L'un, c'est Ribouldingue, l'autre, c'est Patakès. Et Patakès, comme son nom l'indique, il a une caisse à outils. Oui, comme son nom l'indique, il fallait qu'il ait une caisse à outils. Et ils n'ont rien d'autre. Et le roman se développe comme une espèce d'origami à partir de cette petite cellule de base et pour aboutir à des efflorescences ou des développements qui partent dans plein de directions avec une conviction que la digression est, d'un point de vue imaginatif, extrêmement fructueuse. Et qu'en même temps, ma cellule de base, ça restera ces deux personnages qui sont donc amis, mais qui en même temps se détestent cordialement, se supportent depuis des décennies. Et de cette caisse à outils, il va sortir à la fois évidemment des outils, des lampes torches, mais aussi des sandwichs, des bières fraîches, un autre carnet, et un carnet dont on ne connaît pas l'origine, mais qui raconte un voyage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc Patakès se met à lire le carnet dans la grande pièce noire, ce qui crée une espèce de mise en abîme dans le roman et qui crée un nouveau roman dans le roman. Mais évidemment, il y a, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a deux personnages qui s'appellent P et R et qui sont des doubles flagrants de Patakès et de Ribouldingue, et à qui il va arriver plein de mésaventures, au grand soleil, en extérieur, dans la mobilité, alors que dans le premier décor, ils sont coincés, ils ne bougent pas d'un coin lecture. Il y a un coin lecture où les conditions sont parfaites pour lire. Ils ont une lampe torche, le carnet, et Patakès lit à Ribouldingue, qui va quand même explorer une espèce de tunnel un peu étrange dans la grande salle, d'où vont arriver Croquignol et Filochard, qui sont les fantômes de Croquignol et Filochard, parce qu'ils sont morts. Et donc il va retrouver, ces deux acolytes des Pieds-Nickelés, mais qui vont venir le voir en lui demandant des comptes. Et il va refuser finalement de les laisser retrouver Patakès, parce que Patakès est à l'origine de leur décès. Donc en fait, ce que j'ai voulu privilégier, c'est une espèce de pouvoir de carte blanche donnée à l'imagination pour essayer de faire quelque chose de très foisonnant, peut-être frôlant pas l'illisibilité, mais la déconstruction, frôlant la chose qui va être complètement échevelée, mais où en même temps, c'est quand même assez solidement boulonné. C'est-à-dire qu'on peut regarder de près, tous les éléments correspondants sont là, tous les détails concordent, et toutes les histoires peuvent s'imbriquer comme les pièces d'un puzzle. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a un tunnel qui permet de rejoindre un tunnel dans la salle et qui rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle à la salle du départ. Donc les deux histoires, finalement, se retrouvent non plus imbriquées l'une dans l'autre, mais ne faisant plus qu'une seule histoire. Et ça se termine par un grand concert avec un groupe qui était le groupe qui jouait à l'Univers. Et je ne vous en dirai pas plus. Mais vous avez compris, Voilà. toutes les choses trappes. Pour revenir sur cette question de la guerre, une des choses, je dis bien une des choses qui fait la beauté de ces glaises ou de cette glaise ou de ce glaise, c'est que, oui, vous l'avez dit à maintes reprises, c'est un roman d'amour, c'est un roman sur des femmes qui prennent leur famille en
en main, sur des garçons qui deviennent hommes. C'est un roman sur la guerre parce que la guerre, elle est là comme un truc sourd derrière. Mais uniquement là. C'est un peu comme quand on fait un gâteau puis qu'on enlève le moule, il n'y a plus que le gâteau, mais il n'y a pas le moule. Là, c'est comme si la guerre, c'était juste le moule, un peu le prétexte, et puis on l'enlève. Il n'y a plus besoin de la guerre puisque j'ai juste parlé de ce que je voulais, de l'amour, machin. C'est un peu ça. Mais c'est ce qui fait la beauté. Il y a un truc derrière. On sent bien qu'il y a une ombre, un truc qui peut peut-être nous écraser éventuellement. Qu'on peut voir avant tout si on le choisit. Parce que c'est vrai qu'il y a ça, il y a la guerre. Mais c'est avant tout de l'amour, etc. Comme si la guerre, vous l'avez mis, puis après, bon, allez, je démoule. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais... C'est une très belle image, oui. Mais je prends. Ouais. Et est-ce que pour vous, écrire sur un truc aussi grave, aussi universel, aussi tragique que la guerre, en plus la première qui a donné cette place-là aux femmes, qui, selon nombre... Alors, la guerre, on y pense, là, on est avec le film Au revoir là-haut, adapté du roman de Pierre Lemaître, dont la suite paraîtra en janvier, on y pense, c'est la commémoration, on fêtera, c'est bête ce que je dis, on commémorera le 100e anniversaire de la fin de la guerre toute l'année prochaine. Est-ce que, justement, pour écrire sur des choses si tragiques, si universelles, que heureusement on apprend à l'école, mais qui malheureusement ont eu lieu et font partie de notre histoire, est-ce que pour écrire dessus, il faut écrire et puis l'enlever après, comme vous avez fait Oui, enfin, j'avais le sentiment de précipiter mes personnages dans la nuit. Mais je fais ça à chaque fois. Et comme disait Mark Twain, nous ne sommes jamais les mêmes la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Et comment, justement, comment on éclaire l'humanité dans cette nuit-là? Parce qu'il faut bien survivre, il faut bien vivre, il faut bien survivre. Par l'amour, par l'amitié, par des petites choses qui paraissent anodines. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas de nuit, quoi. C'est un contraste comme ça permanent qui m'intéresse quand j'écris, quoi. C'est vraiment ça. Comment je réponds à ça. Et effectivement, l'idée de cette guerre-là, j'aime beaucoup l'image, effectivement, de la présenter au départ. Effectivement, Victor part sur son cheval, son percheron, parce que les hommes partaient avec les animaux. Je mets à distance la guerre, et après comment s'organise la société, et comment les femmes se mettent du côté du tiroir à pain, presque naturellement, comment d'autres font justement pour ne pas prendre le pouvoir, c'est-à-dire parce que effectivement il y avait cet enchaînement aux travaux, mais il y a aussi cette émancipation qui peut être très compliquée à vivre, parce que ça peut être l'objet d'une culpabilité, c'est-à-dire c'est pas une place qu'elles avaient naturellement depuis des milliers d'années. Donc il y a plein de façons de réagir, de plein de façons différentes. Et il y a des femmes qui sont armées pour, et d'autres pas, j'imagine. Et donc voilà, ça peut être la force de caractère, mais ça peut être la folie aussi. Parce que c'est aussi un roman sur la folie. Alors la question se pose différemment avec vous, Michel Audin, puisqu'on est clairement situé quasiment heure par heure, avancement par avancement, avancée par avancée dans la Commune de Paris. Qu'est-ce que cette démarche-là, des documents que vous avez retrouvés, l'état civil, etc., tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous a appris sur l'engagement ou la citoyenneté, etc., que vous ne saviez pas? Oui, j'ai appris pas mal, évidemment, sur l'engagement et sur la citoyenneté, sur les femmes, en particulier pendant la Commune, dont on ne parle jamais, ou alors on en parle pour en faire des pures héroïnes, alors qu'elles vivent des histoires d'amour et elles ont aussi une vie tout à fait intéressante. Je voudrais peut-être, je sais pas, si on n'a peut-être plus beaucoup de temps, je vais peut-être juste conclure sur le titre du livre. Oui, qui n'est pas comme une fleur bleue. Pour me rappeler que je me suis trompé. Non, pas pour ça, mais pour expliquer le titre. Le livre s'appelle Comme une rivière bleue. Quand on avait expliqué aux gens au début que j'avais dit aux gens que j'écrivais un livre qui portait ce titre-là, personne ne comprenait, n'imaginait de quoi ça parle, de quoi le livre allait parler. Bon, là, c'est facile parce qu'on a mis un drapeau rouge sur la couverture, donc les choses sont assez claires. Surtout qu'il y a écrit Vive la Commune sur la couverture. Je voudrais juste préciser que c'est une citation d'un écrivain qui est presque local, qui est Jules Vallès, qui dit, au début de la Commune, au moment des élections à la Commune, dit regardez, écoutez le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer, que c'était une révolution qui était tranquille et belle comme une rivière bleue, au moins au début. C'est bon ? Merci d'avoir noué ainsi
ce tour en France, puisque c'était l'intitulé de ce débat. Alors je remontre les ouvrages dont on a parlé. C'était plus ou moins le 5e roman de Michel Audin, Comme une rivière bleue chez Gallimard. Glaise de Franck Bouys, à la Manufacture des livres, comme les précédents, et Identité française au pluriel, pour bien montrer le pied de nez que c'est aux éléments de langage d'Éric Besson et consorts, vous citiez au début de cette interview, de Brice Mathieusan, aux éditions Phébus. J'imagine que vous serez tous les trois dans la foulée sur vos stands. Vous êtes là tous les trois jusqu'à demain soir. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous trois, merci à Corée CV, merci à vous, mesdames, messieurs.